Voilà. Ah ben vous êtes Bonsoir à tous. Merci d'être là, fidèles. Je suis très gentille. Donc c'est toujours le patrimoine, c'est notre séance, troisième séance, mardi 8 octobre. Et c'est Laurence de Finance, directrice du musée des monuments français, et Roselyne Bussière, conservateur au service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Le sujet: qu'est-ce que le patrimoine? De la Cité des Oiseaux à l'église Saint-Hermelin. Deux conservatrices reviennent sur l'inventaire réalisé à Bagneux en 1994. C'est bien ça? Exactement. Eh bien, écoutez, on va les écouter. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Comme c'est un duo que nous vous proposons, n'hésitez pas à dire si vous n'entendez pas. Parlez fort. Il faut parler fort. Ah, oui. C'est un duo que nous vous proposons. Moi, je vais vous présenter le service dans lequel je travaille et l'action qu'il mène pour le patrimoine. Et Laurence de Finance, qui a fait l'inventaire du patrimoine de Bagneux en 1994, vous parlera de ce patrimoine-là. Et si jamais on a le temps, après je reprendrai la parole pour vous montrer le sens large que l'on donne de plus en plus au patrimoine, en fait, en vous donnant des exemples de ce que moi je suis en train de faire dans les Yvelines. Alors pour commencer, donc, nous voudrions vous présenter ce service dans lequel je travaille encore et dans lequel elle a travaillé, qui s'est appelé l'inventaire général. Alors il a eu beaucoup de noms. Il s'est d'abord appelé l'inventaire général des richesses artistiques de la France, quand il a été créé, puis l'inventaire général du patrimoine, et aujourd'hui c'est le service patrimoine et inventaire. On est un peu comme Monsieur Jourdain, on met les noms à l'endroit, à l'envers, mais autour de tout ça, bien sûr, il s'agit toujours de patrimoine. Alors ce service, et donc je vous raconte un petit peu son histoire. La notion de patrimoine en France est une notion qui est relativement récente finalement. Le mot même de patrimoine destiné à décrire ce que nous connaissons nous, on va dire que c'est dans les années 1970-80, avec par exemple l'année du patrimoine en 1980, que ce terme a vraiment été appliqué aux édifices anciens. On va dire. Auparavant, on parlait plutôt de monuments, de richesses artistiques, mais on n'utilisait pas le mot patrimoine. Alors, il faut savoir qu'en France, on s'intéresse donc à ce que nous appellons patrimoine depuis le 19e siècle. En fait, à la suite des destructions révolutionnaires, vous savez bien que de nombreux châteaux, églises, etc. ont été vendus comme bien national et ont été ou n'ont pas été détruits. Et donc déjà en 1794, l'abbé Grégoire s'inquiétait de cette destruction de ce qui faisait finalement les traces du passé, et donc il est un peu à l'origine de cette idée de connaître le patrimoine pour le protéger. Ensuite, la date fondamentale, c'est évidemment en 1830, la création de l'inspection des monuments historiques, et avec cette figure emblématique qui s'appelle Prosper Mérimée, qui à partir de 1834 donc, était inspecteur des monuments historiques et arpentait la France à la recherche justement de ce patrimoine qu'il fallait connaître, voire protéger. Et c'est de là aussi qu'est née la notion de monument historique. C'est à partir de là qu'on en a parlé. Et voilà, il faut remonter loin. Ensuite, le service. Donc le service des monuments historiques, en fait, il existe depuis le 19e siècle. Le service dans lequel je travaille, moi, qui s'appelle donc, pour faire simple, le service de l'inventaire, a été créé, lui, en 1964, par André Malraux. Alors ça n'est pas un hasard. André Malraux, c'est le premier ministre de la Culture. Auparavant, la culture n'avait pas rang de ministère, elle avait plutôt rang de secrétariat d'État. Donc ça montre que l'opinion sur le patrimoine change. Et puis 1964, c'est aussi, on est au cœur des 30 Glorieuses, c'est-à-dire une période où le patrimoine rural, notamment, est en train de disparaître.
fait de la modernisation. Donc ça n'est pas un hasard si c'est en 1964 que ce service est né. Je vous rappelle aussi qu'André Malraux est l'auteur de ce qu'on appelle les lois Malraux pour la préservation des secteurs sauvegardés. Par exemple, le Marais, pour ne citer que lui, est un des quartiers parisiens qui a été sauvé grâce à André Malraux et aux lois Malraux qui permettent le financement des restaurations de ce patrimoine. Et dès sa fondation, donc en 1964, ce service qui s'appelle à l'époque Inventaire des richesses artistiques de la France est ancré sur le territoire. C'est-à-dire que l'idée, ça n'est pas de partir depuis Paris et d'aller balayer le territoire de France avec des idées en tête, par exemple le patrimoine religieux, le patrimoine industriel, le patrimoine rural. L'idée, c'est que ce soit le territoire qui soit analysé dans toute son ampleur, c'est-à-dire alors la formule célèbre, c'est de la petite cuillère à la cathédrale. Bon, c'est une formule un peu éculée maintenant, mais enfin, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc, au ratisse très large, mais sur un territoire donné. Alors, dès les années 60, ces services se sont mis en place dans toute la France. Vous avez ici une carte qui vous indique les dates. Alors, vous ne pouvez pas lire, mais je voudrais juste signaler. Vous voyez les dates aussi. Les deux régions les plus anciennement dotées d'un service d'inventaire, c'est la Bretagne et c'est l'Alsace. Donc on fait grand écart. Et en réalité, ça n'est pas surprenant parce que ce sont les deux régions qui avaient une forte identité territoriale et patrimoniale. La région Île-de-France et la Picardie sont les deux petites dernières. L'Île-de-France ne s'est dotée d'un service d'inventaire qu'en 1980, la Picardie en 83. Oui. Donc, vous voyez, bon, ça n'est pas étonnant étant donné que l'Île-de-France est quand même une construction qui est un peu écartelée dans différents aspects. Alors, ce service, donc, c'est un service du ministère de la Culture, comme je vous l'ai dit, rattaché à une DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Et c'est comme ça qu'on y travaillait toutes les deux. Et puis en 2005, il a été, à la suite de la loi de décentralisation de 2003, il a été transféré aux régions. Donc depuis 2005, le service dans lequel je travaille est un service régional qui s'appelle Patrimoine et Inventaire. Alors, donc, pour reprendre la formule que je vous disais tout à l'heure, de la petite cuillère à la cathédrale, donc les missions de l'inventaire sont de recenser le patrimoine, de l'étudier et de le faire connaître. Pour cela, donc, il applique de grands principes qui ont été vraiment les principes fondateurs et qui sont très importants. Le premier de ces principes, comme je vous l'ai dit, c'est l'approche territoriale, c'est-à-dire qu'on part, on a un territoire, par exemple le Bagneux, à inventorier et on le fait à fond. Le cadre chronologique est extrêmement large aussi. Il fallait laisser du travail aux autres, pour faire simple. Donc on a décidé que ce qui était avant l'an 500 était du domaine de l'archéologie. Mais je vous rassure, moi je n'ai pas vu beaucoup de choses datant de l'an 500. Ça fait longtemps maintenant que j'arpente le territoire. En tout cas, donc c'est la fourchette chronologique, c'est à partir de l'an 500 jusqu'à... Alors, c'est ce terme qui n'a cessé d'évoluer. Quand l'inventaire a été créé, on considérait que n'était du patrimoine que ce qui était allé jusqu'en 1850. C'est-à-dire on s'arrêtait en 1850. Ce qui était après 1850 n'était pas considéré comme du patrimoine. Là, je vous parle des années 1980. Puis on s'est quand même rendu compte que c'était un peu passer à côté en Île-de-France d'un patrimoine considérable que de s'arrêter en 1850. Donc on a élargi cette date. Quand je suis arrivée à l'inventaire dans les années 90, on s'arrêtait à la Seconde Guerre mondiale, en 1940, on va dire, sauf si on rencontrait une œuvre vraiment exceptionnelle. Et depuis, on s'est arrêté aux années 60, la fourchette chronologique n'a cessé de s'élargir. Et aujourd'hui, on s'arrête aux années 30 ans avant l'époque pendant laquelle on travaille. Donc, ça nous met dans les années 70-80, on va dire. Donc, une large fourchette chronologique. L'idée, c'est aussi la continuité du patrimoine. Le patrimoine, ça n'est pas un objet unique, mais c'est un ensemble d'objets qui sont interdépendants les uns des autres.
Et quand on a un édifice comme une église, par exemple, ça n'est pas que l'architecture, mais ce sont aussi tous les objets qui sont à l'intérieur. De ça, Laurence vous en parlera. Et enfin, le patrimoine est une notion qui évolue depuis que l'inventaire a été créé. Cette notion de patrimoine a considérablement évolué et aujourd'hui, on a peut-être même un peu tendance à voir du patrimoine partout. C'est un petit peu la contrepartie, c'est-à-dire les grands ensembles, par exemple, ou bien d'autres éléments qui finalement font l'identité d'un territoire. Puisqu'il s'agit d'identité d'un territoire, on est bien obligé de ratisser large. Parmi les sujets aussi, le patrimoine industriel, c'est l'inventaire, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi des historiens qui travaillaient dessus, mais qui a fait émerger cette notion importante. Alors, ce service, donc fondé dans les années en 1964, a tout de suite travaillé à faire, à construire des outils de travail qui seraient communs à tout le pays. Et donc, par exemple, ils ont établi des vocabulaires normalisés qui ont donné lieu à des publications. Alors, je vous en ai mis 2 ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Le vocabulaire de l'architecture, ce qui permet à tous les gens qui travaillent sur le patrimoine de donner la même appellation à un même bâtiment. Par exemple, si vous parlez de couvent et de monastère, ça permet de caractériser les choses. Église paroissiale, cathédrale, tout ça est normé, et donc il y a un vocabulaire qui a été publié. L'évolution fait que très récemment, on a publié un livre sur le vocabulaire des jardins. Les jardins historiques sont très à la mode, très importants, et donc il a bien fallu nommer les choses aussi. Donc voilà. Et Laurence de Finance, qui est ici, travaille au vocabulaire de l'ornement qu'on attend depuis longtemps, mais il va bientôt paraître. Donc ça sera aussi fondamental pour que tout le monde appelle les choses de la même façon, en fait. Parce qu'il faut bien savoir que tout cela est informatisé. Donc si vous n'appelez pas les choses de la même façon, avec l'informatique, vous perdez les informations. Donc tout est informatisé, versé sur des bases de données du ministère de la Culture, la base Mérimée pour l'architecture, la base Palissy pour ce qu'on appelle les objets, c'est au sens très large, c'est-à-dire ça va du calice au vitrail en passant par la peinture murale, voilà, et la base mémoire pour les photographies. Et puis, donc, je vous ai dit étudier, recenser, faire connaître. Pour faire connaître, donc bien sûr, il y a les bases de données qui sont, il faut bien dire, quand même d'un accès pas très facile et pas grand public. Donc, il y a aussi des publications. Et la force de ce service, donc créé de manière nationale, c'est d'avoir des collections nationales. Donc les cahiers du patrimoine, les images du patrimoine et les parcours du patrimoine. Je vais développer ça un petit peu. Donc le service de l'inventaire d'Île-de-France, créé en 1980, donc je vous l'ai dit un des derniers. Aujourd'hui, nous sommes 18 personnes et la force de notre service, c'est d'avoir 4 photographes. Parce que d'emblée, dès que le service a été créé, il a été dit que la photographie serait un outil indispensable et que le patrimoine, pour être étudié, devait être photographié. Donc nous avons la chance d'avoir 4 photographes. Nous sommes une des régions les plus riches en photographes de France. Et puis nous avons travaillé sur 8 départements de la région. Je vais développer un petit peu, mais il y a des départements qui ont été plus étudiés que d'autres, on va dire. L'idée aussi, c'est qu'on ne fait pas l'inventaire du patrimoine sans de partenariat avec les collectivités territoriales. Et donc, dès sa fondation, le service de l'inventaire a conventionné, a signé des conventions avec les départements notamment, et puis après avec les communes, les écoles et les universités, les écoles d'architecture et les universités. Bien sûr, c'est là que se trouve le savoir dont on peut profiter. Et puis, il y a cette décentralisation de 2004. Donc, voilà l'équipe avec un photographe là, qui est en train de qualifier dans un sarcophage et qui photographie une crypte. Donc les départements, je vous disais, nos connaissances sur ces départements sont inégales, on va dire. Vous voyez, il y a un grand blanc à droite, c'est la Seine-et-Marne. Alors comment se fait-il que nous n'avons pas travaillé sur la Seine-et-Marne? C'est tout simplement parce qu'il y avait en Seine-et-Marne, quand le service a été créé, un service départemental du patrimoine qui étudiait lui-même le patrimoine, pas selon nos normes, mais qui l'étudiait quand même. Et donc on s'est dit que c'était peut-être pas urgent d'aller étudier un patrimoine qui par ailleurs l'était déjà. Alors il faut bien savoir que, je vous ai dit, il y a 18 personnes,
On est 8 chercheurs, donc normalement 1 par département. Ça ne fait pas beaucoup pour arpenter le territoire. De l'autre côté, il y a beaucoup de roses dans les Yvelines, parce que dès la création du service, donc, il y a eu des conventions avec les Yvelines. Et vous voyez, il y a encore du travail à faire. C'est ce que je suis en train de faire, mais ça n'arrive pas très vite. L'Essonne, au milieu, c'est les deux taches violettes aussi roses, commencent à être couverts. Et le Val d'Oise avait lui aussi son propre service du patrimoine. Malheureusement, les temps sont difficiles aujourd'hui, et aussi bien le service du Val d'Oise que le service de Seine-et-Marne n'ont plus de service du patrimoine. Donc il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Et puis il y a Paris. Paris, la ville de Paris a elle-même toujours son propre service du patrimoine, qui s'appelait à un moment donné la Commission du Vieux Paris, qui s'appelle aujourd'hui le service d'architecture de Paris, je crois. Et donc, c'est la même chose, on a très peu travaillé sur Paris, on a juste eu une commande sur le quartier du Faubourg Saint-Antoine, mais voilà, on ne travaille pas sur Paris pour cette raison-là. Et puis depuis peu, comme il y a beaucoup de territoires à couvrir, on a lancé une sorte d'inventaire accéléré qu'on appelle le diagnostic. Et vous voyez, ça permet de rajouter de la couleur à cette carte qui est encore un peu blanche quand même. Le bilan, c'est que il y a 2 départements qui ont été achevés. Ce sont les Hauts-de-Seine et c'est le Val-de-Marne. Et puis donc sur le reste du territoire, on est en train d'avancer. Alors c'est au bout de ces années d'arpentage du territoire, on a fait émerger évidemment qu'on a étudié les églises, les châteaux, hein, mais ils existaient déjà sans nous en réalité, mais on a fait émerger de nouveaux thèmes patrimoniaux qui depuis s'enrichissent. Par exemple, la villégiature des bords de ville. C'est ce que nous appelons la villégiature des bords de ville. Ce sont toutes ces maisons que les Parisiens construisent, les citadins, parce que ça peut être des Versaillais aussi, construisent dans la proche banlieue, donc, voire un peu plus loin dans la région parisienne, et dans laquelle ils se rendent le dimanche ou pour les vacances. Alors, traditionnellement, on dit que c'est le chemin de fer qui a permis ça. C'est vrai que le chemin de fer l'a accéléré, mais c'est un phénomène qui remonte au XVIe siècle, en fait, avec les maisons de plaisance. Et avant, à Bagneux ou ailleurs, il y avait des maisons de plaisance dans lesquelles les Parisiens venaient aux champs, des maisons des champs, on disait aussi. Donc c'est un phénomène qu'on voit se développer, et au 19e et au 20e siècle, il existe encore, si j'ai le temps, je vous en parlerai tout à l'heure. Un autre sujet qu'on a développé, c'est tout ce qui est, et qui est un petit peu mis en avant par l'inventaire, c'est tout ce qui est agricole dans la proche banlieue, puisque Paris était un énorme marché, il fallait bien l'alimenter. Et par exemple, donc, à Montreuil, il y avait des murs à pêche qui sont encore là, en fait, en mauvais état, mais qui sont encore là, et que le service a étudié. Il y a le logement social, donc, qui fait partie aussi du patrimoine, et qui se développe au début du siècle avec les cités-jardins, par exemple celle de Suresnes, et puis jusqu'aux grands ensembles. Le fait d'arpenter le territoire et de relever les plaques d'architectes et d'aller dans les archives municipales pour voir les permis de construire nous a permis de faire émerger des architectes, ceux qui ont construit la banlieue finalement. Alors bien sûr il y a de très grands noms, par exemple à Sceaux, il y a Mallet-Stevens qui a construit une villa, mais Mallet-Stevens il a construit une villa. En revanche, l'architecte Loiseau, qui est un architecte de Sceaux, lui il a fait à peu près 40 ou 50% du patrimoine des années 30. Donc c'est en fait lui qui a donné son image à la banlieue, plus que ce monument de Mallet-Stevens. Alors parmi les architectes, il y a Nachbord par exemple, c'est à Nogent-sur-Marne, et vous voyez, donc c'est un architecte très Art Nouveau qui a construit cet immeuble et qui en a fait plein d'autres. Dans les sujets qu'a fait émerger le service, il y a l'architecture du sport, comme cette très belle piscine de la cité Jardin à Suresnes. Très tôt, le service a publié un ouvrage sur l'architecture du sport, donc il a contribué à la mettre en valeur. Bien sûr, il y a l'architecture industrielle avec les grands moulins de Pantin, ou bien ici avec la chocolaterie Meunier à Noisiel, qui sont vraiment des choses exceptionnelles et qui ont été étudiées par le service. Et puis le faubourg artisanal, je vous disais qu'à Paris, nous n'avons étudié que le quartier de la Bastille.
le faubourg Saint-Antoine, en fait, qui était un quartier artisanal dans lequel il y avait des artisans d'art, des menuisiers. Et donc, voilà un exemple de ce qui a été répertorié. Alors, à quoi sert cet inventaire? Bien sûr, il sert à porter à la connaissance de tous ceux que ça intéresse, mais il sert aussi à informer, par exemple, l'élaboration des documents d'urbanisme. Ça peut être, les chargés d'études devraient, on va dire, venir chez nous pour voir ce qui a déjà été inventorié. Ça donne une base. Évidemment, ça n'est pas un travail qui peut être intégré tel quel dans un document d'urbanisme, parce que le regard n'est pas le même. On ne regarde pas un bâtiment de la même façon s'il s'agit de dire il est intéressant pour le patrimoine ou il doit être géré de telle manière par la ville. Néanmoins, c'est une base qu'il faut retravailler après. Donc, pour ma part, par exemple, j'ai été très intéressée dans la collaboration que j'ai menée avec le cabinet d'architectes qui était chargé de la alors on disait ZPPAUP, donc Zone de protection du patrimoine urbain et paysager, qui s'appelle aujourd'hui AVAP, c'est-à-dire une zone de gestion concertée du patrimoine. Et donc j'ai collaboré avec lui, nous avons échangé nos données en fait, et c'était vraiment pour moi très intéressant, et je pense que lui aussi, j'espère, était content. Donc ce travail, donc, nous le mettons dans des bases de données, mais nous le publions aussi. Alors voici des exemples donc, de parcours du patrimoine. Ce sont des ouvrages qui ont vocation à être emmenés sur le terrain pour servir à la visite. Donc là, vous en avez un sur Champagne-sur-Seine, qui est en Seine-et-Marne, et puis un sur Romainville. Des images du patrimoine, donc qui sont des ouvrages, comme leur nom l'indique, c'est vraiment l'image qui prime le contenu, on va dire. Donc j'en ai mis 2 ici, et voici d'autres donc, sur tout le territoire. Et puis des cahiers du patrimoine, qui sont des ouvrages à contenu scientifique. Et là, j'ai mis l'ouvrage que Laurence a fait, Un patrimoine de lumière, donc sur le vitrail. Et c'est le contenu qui prime, l'image est là pour illustrer le propos qui est tenu. Donc, c'est vraiment pas du tout le même travail de faire ces 3 types d'ouvrages. Et puis, hors publication, depuis que nous sommes à la région, et on était très contents à accepter qu'on se coule dans les grandes collections nationales, parce que c'était pas certain, c'était pas gagné non plus, puisque c'était des collections nationales. Mais elle nous a demandé aussi de faire des ouvrages hors collection. Donc par exemple, chaque année, nous faisons soit un colloque, soit une journée d'études, qui sont publiées, donc, comme l'ouvrage de gauche. Et puis des escaliers, enfin un ouvrage hors collection par exemple, c'est les escaliers parisiens sous l'Ancien Régime. Alors j'y ai participé, et là c'est le hasard finalement qui fait qu'on a travaillé là-dessus, c'est-à-dire quelqu'un qu'on avait eu comme stagiaire, qui avait travaillé sur ce sujet-là et qui nous a proposé sa recherche en nous disant est-ce que ça vous intéresse? Alors, bien sûr ça nous intéressait, donc on a complété cette recherche et on a publié cet ouvrage. Voilà, je m'arrête ici pour l'instant, je passe la parole à Laurence, et si jamais j'ai le temps, je vous parlerai. Voilà, déjà je remercie les organisateurs et organisatrices, puisque c'est pour nous avoir convoqués toutes les deux et proposé de faire cette soirée. Non. Alors comme on vous l'a dit, je suis maintenant à la direction à la tête du musée des monuments français qui dépend de la Cité de l'Architecture. Voilà. Excusez-moi. Mais j'ai participé à l'inventaire, et notamment à l'inventaire de Bagneux. Alors je vous dis tout de suite que c'était en 1994. Donc de venir nous en parler, ça me donne un petit coup de jeune. Mais il faudra être très indulgent, parce que d'abord je ne suis pas revenue à Bagneux pour vérifier tout ce que je vais vous raconter. C'est vous qui allez me dire, ah ben ça n'existe plus, ah ben c'est complètement faux, ah ben ça existe en 1994, mais maintenant c'est agrandi, c'est complété, etc. Donc moi je vous présente l'état de ce que j'ai vu en 1914. 94. Roselyne Lucien vous a expliqué la méthode que vous êtes censé suivre et appliquer pour pratiquer cet inventaire. À l'époque, nous étions encore, si je ne me trompe pas, nous appartenions encore à l'État, nous n'étions pas
le terrain. Pour aller sur le terrain, il faut d'abord se munir de cartes. Il faut savoir que ce Bagneux, je ne connaissais pas, moi je vais vous dire. C'était donc mon premier terrain d'inventaire, donc on se munit de toutes les cartes qui existent, de tout ce qu'on peut réunir comme documentation cartographique, parmi les plus anciennes. La plus ancienne que vous avez dans notre documentation est celle-ci, qui s'appelle la géométrie pratique, qui ne traite pas de toutes les communes de France, mais il se trouve que Bagneux était représenté de façon tout à fait simplifiée. On connaît l'église, mais on ne connaît pas vraiment le village de Bagneux. Beaucoup plus sérieux, la carte de la baie de la Pive, qui s'appelle de Meudon à Bon, et en fait, elle date de 1840, donc elle est très proche, c'est quand même 1740. Et vous voyez déjà qu'il y a des choses qui vont nous intéresser par la suite. Ici, 3 grands ensembles, ici, là, et là, dont nous allons parler. Donc déjà, c'est une carte où on sent qu'il y a un contenu, si je puis me permettre, un contenu architectural qui va nous intéresser, comme vous l'avez dit aussi, bien sûr on s'intéresse à l'église, au château, mais le reste aussi. Hein. Donc il va falloir arpenter le territoire. Alors, j'ai un détail de cette carte, c'est la même chose, hein, avec l'église qui paraît toute petite ici, le presbytère là, et puis ces 3 domaines, donc, que vous connaissez aussi bien que moi, Garlande, Richelieu et Marne. On remonte dans le temps, on s'approche de nous, hein, pour la carte des chasses, qui sont des chasses royales aux environs de Paris. Donc, vous avez cette carte des chasses, évidemment, c'est aussi uniquement sur le village de Bagneux qui nous intéresse ici, vous voyez. Le reste étant uniquement soit des bois, soit des vignes. Et puis le cadastre napoléonien, on l'appelle napoléonien, même si Napoléon n'est plus là, c'est celui qui a été décidé par le président et qui donc, c'est celui que nous utilisons comme base de départ et que nous superposons dans un architecte qui reporte ce cadastre sur le cadastre actuel. Et ça nous permet de voir les rues qui ont changé, l'alignement des rues, l'alignement des façades des maisons. Donc avec ces deux épaisseurs de cadastre l'une sur l'autre, on peut vérifier ce qui existait déjà à l'époque napoléonienne. Ça nous permet déjà de voir un certain nombre de choses qui étaient déjà bâties, puisque déjà référencées sur ce cadastre, et puis d'autres qui vont avoir disparu, et puis d'autres qui vont être ignorées. Alors, il y a 2 versions pour le cadastre dit napoléonien, 1810, et une autre version, 1841. On utilise les deux, hein, bien sûr. On fait superposer quelquefois les 3. Il n'y en a pas toujours 3, des fois il y en a que 2 ici. Alors voilà, Bagneux, le centre de Bagneux, c'est l'église. C'est évident. Si vous l'avez vu, cette partie circulaire, on a d'abord l'église au centre. Et ça, c'est la photo qu'a réalisé notre photographe, c'est Jean-Bernard Vial, qui a réalisé cette photo sur la place de l'église. En fait, l'église n'a pas toujours été comme ça. Après, une fois que vous êtes sur le terrain, vous avez une photo, mais vous avez aussi cherché toute une documentation pour savoir de quand date cette église et voir les péripéties qui lui est arrivée, puisqu'elle est arrivée jusqu'à nous, mais elle date en gros de 1180. Donc, entre-temps, il y a eu évidemment des constructions, des aménagements et des modifications. Donc, si nous remontons dans le temps, nous nous apercevons qu'avant 1844, elle était comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait, la façade n'est pas la même. Vous repassez l'autre peut-être? Oui. Vous voyez la façade, vous voyez ici, on a ajouté ici cette arcature là, alors qu'il y a dans une photo, vous verrez une fenêtre. Regardez bien le clocher, il va avoir changé. Je vous repasse celle-ci, vous voyez bien le clocher, vous voyez ce que je vous disais là, les arcatures qui sont ici n'existent pas. Je tiens votre attention aussi sur le fait que c'est pas quelque chose, là, c'est tout lisse. Sur l'autre, on a vu qu'il y avait ce qu'on appelle un tympan. Voilà le chevet. Vous voyez que le chevet avait, avant 1844, un vrai chevet avec une abside qui dépasse du mur, alors que maintenant, c'est un chevet plat. Donc, il y a vraiment eu un remaniement. En réalité, l'église date en effet de 1180 et est très proche de Notre-Dame de Paris pour les piles centrales. Mais a été remanié en 1844-1848 par Naissant, un architecte qui s'appelle Claude Naissant, qui était l'architecte de l'arrondissement de Sceaux. Donc c'est lui qui va arranger la façade, il va ajouter, pour quelle raison, je n'en sais rien, hein, ces arcatures qui sont ici, il va faire déboucher le tympan que vous avez vu tout à l'heure, qui était tout lisse, il était simplement plâtré.
parce qu'il avait été endommagé à la Révolution en 1793, puis il a été plâtré pour faire, disons, plus propre, entre guillemets, je suppose. Et là, quand on a essayé de récupérer tout ce qu'il y avait d'ancien, on a donc enlevé le plâtre, mais évidemment, on a un tel point qui est abîmé. Je passe 1905, c'est juste un changement de pavage, ça m'intéresse moins. Je vais rentrer sur. Voilà. Voilà le tympan actuel. Ici, vous voyez sûrement pas très bien parce que c'est ce qui reste. Je pense que ça reste toujours. Moi. Oui. Donc vous avez un Christ du jugement dernier, la Vierge et Saint Jean-Baptiste à genoux de chaque côté, ce qu'on appelle des intercesseurs. Hein. Et puis je vais vous présenter les petits chapiteaux qui sont là, ici. Ça c'est la vue ancienne. Voilà. C'est des photos faites en 1994. Ce qu'on appelle le Saint d'Abraham, donc ce personnage patriarche qui tient un voile et qui a dedans comme des petits-enfants qui représentent les âmes des élus qui sont arrivés au paradis. Hein. On reconnaît bien cette scène ici, on devine, hein. Quand on a l'habitude de la voir ailleurs, on la reconnaît. C'est vrai que ce n'est pas si facile à lire, hein. Mais ça date bien de 1180, c'est à peu près la date. Voilà le plan actuel de l'église actuelle, donc le plan de naissant. Voilà ce qu'il a supprimé, c'est la niche qui était là, c'est l'abside qui était là. Donc il y avait 3 autels dans le fond. Et regardez ces gros piliers que vous allez voir là, vous allez en voir des détails, c'est les piliers de la nef. Ceux-là sont à peu près équivalents à ceux de Notre-Dame de Paris, contrairement aux autres, qui sont ce qu'on appelle des piliers fasciculés, avec plein de petites colonnettes tout autour, je vais vous les montrer. Mais Bagneux a été une église qui a été très étudiée et très dessinée, hein, par les architectes des monuments historiques. Alors voilà l'intérieur. Je vous présente 2 intérieurs, l'intérieur actuel en 1994, le actuel, hein. Et puis l'intérieur ancien, d'après une ancienne carte postale, vous voyez qu'il y avait voilà. Il y avait donc un hôtel qui était dans le fond, alors que maintenant, évidemment, il est rapproché. Il y avait surtout une chaire ici qui nous intéresse, parce que j'attire votre attention sur les panneaux qui sont là. Il y avait des panneaux peints sur cette chaire qui sont maintenant accrochés dans le transept. 94, quand je dis maintenant, excusez-moi, hein, c'est quand je les ai vus, ils sont accrochés dans le transept, donc on a pris le soin de conserver, de déposer, de conserver. C'est peut-être vous tous qui l'avez décidé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est formidable parce que vous allez voir, c'est de belles peintures. Il y a un lustre qui n'existe plus, je ne sais pas du tout s'il existe quelque part dans les ponts. On n'a pas retrouvé en 94, on a retrouvé des choses dans les ponts, mais pas les lustres. Donc vous voyez qu'il y a eu un réaménagement, ce qui est tout à fait normal. Le passage de Vatican II a fait que l'église est plus épurée et donc vous n'avez pas tout ce mobilier qui n'est plus tellement utile pour la liturgie actuelle. Je vous parlais des grosses piles de la nef, voilà, les voilà, avec des chapiteaux qu'on appelle des chapiteaux accrochés. C'est vraiment le premier art gothique. Et puis je vais vous montrer, je crois, une vue, ce qu'on appelle une travée ici, avec ce triforium aveugle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très proche de ce qu'on voit à Notre-Dame de Paris. Et c'est François de Guéléani en, je crois, 1850 qui pense que des ouvriers de Notre-Dame de Paris sont venus aussi travailler à Bagneux. En fait, il y avait peut-être un échange. C'est possible. Vous savez qu'on dit toujours que les pierres de Bagneux ont été utilisées pour les monuments parisiens. C'est la pierre la plus blanche. Quand on a un monument à Paris qui est très blanc, on dit c'est une pierre de Bagneux. Voilà, quand je vous dis que ça a été très dessiné, ça c'est des petits dessins de naissance qui sont conservés à la médiathèque, c'est-à-dire à l'architecture du patrimoine qui est maintenant à Charenton. C'est là où déposent leurs archives tous les architectes des monuments historiques. Donc ça a été déposé là, dans les dossiers Bagneux, tout le monde peut les consulter, quand même s'intéresser à Bagneux et dire qu'on vient faire une recherche précise sur Bagneux. Et vous avez toute la variété des chapiteaux. Alors, comme l'a dit Roselyne, je travaille à l'ornement, alors bien sûr, ça va intéresser dans tous ces petits dessins. Peut-être que ça va vous lasser assez vite, donc je passe juste pour vous dire que c'est des chapiteaux qui sont tous végétaux. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'animaux, par exemple, comme vous avez au XIIe siècle très souvent. Il y a des petites têtes ici, mais qui sont plutôt sur les culots, c'est-à-dire la retombée des voûtes, mais pas sur les chapiteaux. Et c'est une particularité, parce qu'au XIIe siècle, on a très souvent des animaux qui sont présents. Là, je peux continuer, hein, c'est les petites colonnettes sur les piliers, vous voyez, c'est des oiseaux. Ici, il y a une grande palmette, et puis des chapiteaux crochés. C'est vraiment végétal. Alors, ça, c'était le dessin, maintenant je vous montre la réalité. C'est ce qu'on appelle des feuilles d'H, ACHE, c'est-à-dire c'est une espèce de trèfle un peu découpé. Hein. C'est trois feuilles. Je ne sais pas si on aperçoit. Enfin, c'est 3 feuilles. C'est une feuille
H au centre. Regardez très bien notre feuille. Voilà une feuille avec une palmette. Vous voyez, quand je vous dis que c'est très dessiné, l'animation, la coupe, vous avez absolument tout ici, même la coupe des piliers. Les piliers qui sont ceux de la nef que je vous ai montré, qui sont circulaires, ou ceux qui sont cantonnés de colonnettes, ou ceux qui sont basculés avec plein de colonnettes tout autour. Alors, ce tableau a toute une histoire. Voilà l'état dans lequel nous l'avons trouvé dans les combles du Triforium. C'est-à-dire que c'était un tableau qui était très abîmé et qui était tellement abîmé qu'il avait été mis, entre guillemets, au rencard, dans les tribunes, là, tout là-haut. Et il avait été signalé par l'inspecteur Poisson en 1973. Et donc nous étions à sa recherche. Et en 1994, il était toujours dans les combles. M. Poisson ne disait pas où il était. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a encore le cadre sur ce tableau? Il est restauré. Oui, il est restauré. Alors, il a été restauré. Je dois dire que l'inventaire, nous en sommes très heureux, a tout de suite fait notifier le fait qu'il y avait ce tableau existait bien et on a senti qu'on était devant une toile intéressante. Donc, on a aidé les monuments historiques à monter un dossier pour avoir des subventions et le faire restaurer. Et voilà ce qu'il donne restauré. Mais j'ai la photo sans cadre, moi. Voilà, la restauration. Alors, ma photo était un petit peu blanche, hein, un peu plus tenue. Et en réalité, c'est très intéressant ce tableau parce que c'est la suite d'un concours auquel a participé le Caravage à Civoli, en Toscane, Civoli de Toscane, hein, Ludovico Civoli, et il devait représenter un Ecce Homo, c'est-à-dire le Christ présenté au peuple, c'est là au centre, hein, juste après la flagellation. Et puis ici, vous avez Pilate, et là, vous avez un des bourreaux, donc vous savez qu'ils sont représentés l'un avec un costume richissime, bien sûr, et là, vous dire, vous voulez vraiment, c'est vraiment lui que vous voulez, n'est-ce pas? C'est ça que veut dire Ecce Homo. Et puis ici, au contraire, le bourreau qui a une mine beaucoup plus proche de Caravage, justement, comme le traitement de Caravage. Et sans leur dire, je crois que c'est le duc de Toscane, avait commandé ce tableau aux deux, à la fois au Caravage et à la fois à Civoli. Et il a décidé que celui de Civoli lui plaisait plus. Donc vous avez maintenant ce tableau au Palais Pitti, à Florence. Il date de 1704, le tableau, et celui-ci serait une réplique. Il a été analysé lors de la restauration par le laboratoire des monuments historiques, qui a dit qu'en vue des pigments et au vu du support, c'était probablement une réplique du même atelier. Donc même pas une copie, une réplique faite par Ludovico Civoli dans son atelier, mettons au maximum 10 ans plus tard, si vous voulez. Donc il est vraiment tout à fait début 18e, ce qui est rarissime en Ile-de-France, parce que la plupart des tableaux, et vous allez voir le suivant, sont souvent des copies. Ce n'est pas une copie, attention, une réplique n'est pas une copie. C'est-à-dire que l'artiste qui a gagné le concours était tellement content qu'il en a fait un deuxième exemplaire. Voici par exemple une copie. Vous savez peut-être qu'au XIXe siècle, toutes les églises ayant été vidées pendant la Révolution de leurs œuvres d'art, les curés ont écrit, et on a toujours les lettres aux archives anciennement nationales qui maintenant sont aux archives départementales depuis 1966, des lettres de curés disant « Dans mon église Saint-Hermeland, je n'ai pas de tableau représentant Saint-Hermeland, voulez-vous m'en envoyer un ?» Il n'y en a pas. Donc on demande qu'est-ce que vous pouvez me trouver. Et on a envoyé ça. Donc très souvent vous avez en bas des tableaux offerts par la préfecture de la Seine. Hein, ça c'est souvent marqué. Et Madame, je ne sais plus son prénom, A.M. Arendt, est une peintre qui n'est pas très connue mais qui n'a fait que des copies. Et elle avait le droit d'aller au Louvre, on a trouvé ses jetons de présence au Louvre, où elle copie les tableaux et qui sont achetés, ça coûtait 600 francs à l'époque, c'est pas très cher pour l'époque, c'est une question de taille, hein. Les tableaux de cette taille-là c'était 600 francs, et qui sont envoyés dans les différentes églises de la région. Il y a un petit livre que j'ai mis là, je n'ai apporté que le tome 1 parce que je ne voulais pas me charger trop, vous avez tous les tableaux des Hauts-de-Seine, et dedans vous verrez, il y a des originaux bien sûr, mais il y a beaucoup de copies. Les tableaux de Bagneux sont dedans. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Alors, voici les panneaux de la chaire. Et là, nous sommes aussi devant des originaux. Donc, la chaire, je ne vous montre pas la photo parce qu'elle était très loin. Vous vous souvenez, c'est une chaire qui est, je crois, elle a 4 côtés. Oui, 4 côtés. Et il y a 2 panneaux Saint-Pierre-Saint-Paul et 2 autres panneaux, la Vierge et le Christ. Je n'ai de couleur que pour ces 2-là. Donc, c'est pour ça que je vous les montre. Ça n'a pas été identifié comme auteur, moi j'en suis vraiment incapable. J'ai proposé à d'autres gens de chercher, on n'a pas trouvé le nom de l'auteur, c'est des panneaux peints sur bois
Et ce que vous avez là, le petit ange, la tête d'ange qui est là, c'est parce que c'était accroché au haut de la cuve de la chaire. Hein. Je crois qu'ils sont toujours dans le transept. En 1994, ils étaient dans le transept. Est-ce qu'ils sont encore dans votre église? Non, je vois. Vous allez voir. Alors, ces deux-là, il y en a 5. Excusez-moi, il y en a 5 parce qu'il y en a un que je ne vous montre pas. Il y en a 4 verticaux et un horizontal. Voilà les 2 autres. Donc, c'est les mêmes couleurs. Hein, et je imagine. Donc, il est très courant d'avoir sur la chaire des représentations des évangélistes plutôt que la Vierge, le Christ. C'est bien sympa, c'est moins. Autre tableau anonyme et de très bonne qualité, qui a été comparé à Mignard. On ne sait pas très bien de qui il est. Il a été restauré aussi grâce à notre passage, parce qu'il était assez noir et on a dû proposer, puisqu'il y avait une restauration pour le Chigoni, de faire des restaurations également. Donc il a été nettoyé. C'est une sainte famille, mais vous ne voyez pas tout de suite Saint-Joseph, il est là derrière. Hein. Voilà. On voit surtout les parents, ils sont petits, mais c'est vrai que c'est une sainte famille en réalité. Donc, pas attribué. La recherche, elle a été faite, on n'a pas trouvé. On était attend sur un original gravé, ça peut nous aider, mais voilà. Dans l'église, vous avez un orgue, avec l'orgue qui est du 19e siècle. Moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est la tribune de l'orgue. Donc, ce qu'on appelle tribune, c'est tout ce support en bois, ici, qui supporte la chorale éventuellement, ou le factotum. Voilà un détail de la tribune, et c'est une tribune du XVIe siècle, avec tout un ornement très raffiné, avec ce qu'on appelle une tête à l'antique ici, à l'intérieur de nœuds et de rinceaux, et puis des éléments purement décoratifs. Ça n'a rien de religieux, ça n'est pas utile à la tribune d'orgue, mais alors c'est simplement décoratif. Hein. C'est la tribune du début du XVIe siècle. C'est classé monument historique, toute l'église est classée monument historique, et en 1862, ce qui est assez tôt, puisque ça commence en 1840,